Chers amis de notre émission État des droits. L'État des droits, c'est votre émission, c'est une nouvelle émission sur notre site www.topafricamagazine.net, un site responsable pour les responsables. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un responsable. Il est un leader politique, c'est un président d'un parti politique. Il est devenu le président du gouvernement en exil. Lui, c'est qui? C'est le professeur Julien Tchakoudia. La parole au président de l'UPR. Il va nous détailler ce qu'il fait, ce qu'il est. Bonjour à monsieur Julien Tchakoudia, professeur. Monsieur Keto, bonjour et je suis très ravi. Nous voilà aujourd'hui, vous et moi, venus de Londres pour nous associer aux camarades de lutte, à nos compatriotes de Cardiff, pour marcher avec eux, rencontrer le haut responsable du Parlement de Wells. Et comme vous savez, la Grande-Bretagne est divisée en entités et cette entité compte pour beaucoup. Et voilà pourquoi nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour appuyer nos camarades ici à Cardiff. Et nous avons participé à l'entretien et à la remise de la lettre qui a été rédigée par notre président de la communauté congolaise de Cardiff. Monsieur Tchakoudia, le professeur, vous faites beaucoup de bruit. Votre nom sort d'un peu partout. Vous êtes un combattant ou un résistant? Et quelle est la différence entre les deux? Voilà. Je suis d'abord un activiste de droits humains, pasteur de mon État, chrétien, homme de foi. Et je me suis engagé à la politique par ma croyance de chrétien, parce que j'ai toujours considéré que l'être humain est plus important que n'importe quoi sur cette terre. Voilà pourquoi j'ai mis un engagement de pouvoir défendre l'être humain partout où il est, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie, en Australie. L'être humain reste plus valeureux que n'importe quoi sur cette terre. Et de ma profession de pasteur et de mon engagement de chrétien, je suis devenu activiste et aujourd'hui je suis homme politique pendant autant d'années, ayant effectué beaucoup de missions de lobby internationales sur l'actualité africaine et sur la question du Congo et de notre sous-région des Grands Lacs, pendant autant d'années à travers les 3 continents, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Et aujourd'hui, je me retrouve en Angleterre pour combattre l'occupation congolaise. Comme politicien, combattant des libertés, je me dis que je suis combattant. Mais vis-à-vis d'un gouvernement d'occupation, je suis résistant. Du type de De Gaulle, au moment où la France est occupée en 40-45, le Congo, depuis 1996, avec l'entrée de l'AFDEL, nous avons été piégés par le Tutsi Power.
au moment où nous avons sollicité l'aide pour faire partir la dictature, le gouvernement de Mobutu, qui était un gouvernement dictatorial, ne nous avait pas laissé une armée organisée, une armée puissante dans notre pays. Le gouvernement de Mobutu ne nous a pas laissé les services de sécurité appropriés pour une nation. Mobutu nous avait dit, après moi c'est le déluge. Et les Bangouna, donc les amis qu'on avait sollicités pour pouvoir nous aider à enlever la dictature de Mobutu, ont compris cela. Au moment où ils nous accompagnaient, un autre projet naissait dans leur tête, dans leur cerveau. C'est comme ça que Museveni, les Kagame sont venus vendre les Congolais comme étant des BMW chez les Anglais, chez les Américains, pour dire que ces gens ne sont capables de rien. Mais les richesses du monde sont au Congo. Mais avec les lois de l'Union africaine, les lois des Nations Unies, nous ne saurons pas y aller. Donc donnez-nous les quitus, donnez-nous le feu vert pour que nous puissions aller voler et vous aussi vous allez manger. Et c'est comme ça que ces gens vont préparer une guerre, une deuxième guerre contre nous en 1998. La guerre d'agression qui a été déclarée par les James Kabarebe qui nous disaient qu'ils étaient Congolais, qui nous ont accompagnés au Congo. Et d'un coup, ces jeunes gens se sont rébellés contre le pouvoir de Laurent Désiré Kabila et ils ont lancé une guerre contre nous. Mais en fouillant, nous avons compris que ce n'était pas simplement une guerre d'agression, mais c'était une guerre de balkanisation du Congo et d'occupation du Congo. Et vis-à-vis de cela, ayant approché ces gens, ayant vécu avec ces gens à Kinshasa, j'ai compris une chose, mais tellement qu'ils sont cruels, et ils ont infiltré le Congo avec celui-là qu'ils ont placé à la tête de notre pays, qui s'appelle, depuis 1996-1997, Joseph Kabila, et qui avait un nom, qui avait un papa, qui avait une maman, mais pour le besoin de la cause, ce monsieur a été habillé par un nom d'emprunt de Joseph Kabila, lui qui s'appelait Hippolyte Kanambe en Tanzanie, lui qui était taximan en Tanzanie, qui se retrouve d'un coup chef d'état-major comme première fonction, chef d'état-major adjoint de James Kabarebe, son oncle, et deuxième fonction, président de la République du Congo. Il est toujours président de la République? Bon, par infiltration et par défi. Donc, pour défier ces défis, j'ai choisi de m'exiler comme De Gaulle à Londres et de venir faire le travail de sensibiliser les Congolais et de demander aux Congolais de pouvoir résister jusqu'à bouter dehors ces occupants qui sont représentés au sommet de notre État par le Joseph Kabila, par le Rouberois, par le Bizima, par le Moïse Nyarugabo, tous ces Rwandais, Tutsis qui se disent des Congolais de l'Est du Congo et qui sont venus chez nous pour jouer avec notre dignité, puis piétiner sur notre valeur d'hommes et d'hommes congolais, de femmes congolaises. Ces gens qui ont mis le Congo à feu et à sang pendant des années. Et c'est pour cela que je suis à Londres, pour pouvoir résister. Vous m'avez demandé si je suis combattant ou résistant. Combattant, je le suis, mais je suis beaucoup plutôt résistant contre l'occupation congolaise. Mais en même temps, je suis combattant de la liberté, parce que partout il y a un homme brimé, Tchakoudé sera là, comme nous l'avons fait pour sauver nos amis de l'apartheid pendant que je faisais mon asile politique à Oslo. Nous avons mis un terme au pouvoir d'apartheid avec nos amis, l'archevêque Desmond Tutu, le Winnie Mandela, nos camarades de lutte à Oslo. Et nous l'avons fait pour l'Haïti, parce que l'Haïti était brimée, et nous avons pu mettre Aristide, nous avons formé Aristide, le père Aristide, nous l'avons mis au pouvoir en Haïti. Nous l'avons fait avec les Palestiniens, avec nos amis de Yasser Arafat. Aujourd'hui, mon pays, le Congo, est dans une situation catastrophique. Je lisais ce matin, pendant que je venais à Cardiff, dans le train, que le Congo est un des pays africains en état de disparition, un état en train de disparaître. Est-ce que vous pensez que ça me fait du bien de lire ce genre de choses au moment où les Joseph Kabila sont en train de nous gouverner? C'est lui qu'on appelle Joseph Kabila, du vrai nom Hippolyte Kanambe, sont en train de nous gouverner avec des collabos congolais comme le Mende, le gars qui est Premier ministre aujourd'hui, Matata Mponyo. Donc c'est des jeunes gens qu'on sort comme ça de n'importe où, on les habille, on leur donne un peu d'argent et ils courent derrière le pouvoir Tutsi pour pouvoir défier tout un peuple. Donc je me dis que le temps est venu
pour que nous puissions nous mobiliser et bouter dehors tous ces occupants et tous ces infiltrés et leurs collabos. Aux oreilles du gouvernement congolais, les combattants sont des voyous, les combattants sont de messieurs qui posent des actes inhumains. On l'accuse, M. Tchakoudia, de tenir des propos injurieux. Qu'en dites-vous? C'est très bien, vous dites que propos injurieux. Tenir propos injurieux. Qu'est-ce qui est injurieux? De dire à quelqu'un que ton père n'est pas Laurent Désiré Kabila, vous appelez ça injure? Mais il faut savoir dire des choses telles qu'elles sont. Cet enfant qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila, en 96, il avait son nom. En 95, il avait un nom. En 97, il devient Joseph Kabila. Et moi, je vous dis qu'il ne s'appelle pas Joseph Kabila. C'est une injure. Je vous dis que ces petits qu'on appelle aujourd'hui le président du Congo, en 96, il s'appelait Hippolyte Kanambe comme chauffeur de taxi en Tanzanie. Dire à quelqu'un que ton métier, c'est être chauffeur de taxi, c'est injurieux. Mais c'était ça son métier en Tanzanie. C'est connu, les présidents tanzaniens, les amis tanzaniens l'attestent. J'étais en Tanzanie par 3 fois l'année dernière. On m'a montré là où il vivait, là où il faisait les chèvres, au bar de Laurent Désiré Kabila. Et ce type-là, vous imaginez que nous sommes allés à l'université. Moi, Tchakoudia, je suis sorti de l'université de Montréal à 26 ans avec un PhD. Donc je vais accepter qu'un chauffeur de taxi, après Mobutu, 32 ans de dictature que nous avons fait partir, ces messieurs-là, nous sommes battus contre une dictature pour qu'ils viennent monter sur notre tête de la Tanzanie où il était un chauffeur de taxi. Et vous appelez ça des injures? Non. J'ai dit que ce que vous appelez injure, c'est notre tentative de pouvoir élever à sa hauteur la dignité du peuple congolais. Ces gens-là qui nous appellent BMW, vous dites ça injure ou vous dites ça, nous sommes qualifiés, nous, comme peuple congolais, de BMW, bière, femmes et musique. Ces gens sont venus nous vendre partout dans le monde, ici en Angleterre et aux États-Unis et partout dans le monde. Ils nous disent que nous sommes des gens qui sont derrière les femmes, l'amusement, donc la bière et la musique. Et vous trouvez que ça, ce n'est pas des injures? Et c'est comme ça que ces gens ont eu la sympathie du monde pour dire que voilà, nous allons nous récupérer ce Congo et nous allons voler les minéraux qui sont là-bas. Nous allons mater ces gens-là par des tortures, par des... Armez-nous, nous allons vous donner les minéraux que vous avez besoin. Aujourd'hui, le Rwanda est exportateur de tous les minéraux du Congo. Est-ce que le Rwanda a des mines? À qui la faute? À qui la faute? Donc je pense que la faute est partagée. Le Congo, le peuple congolais, c'est un peuple qui a toujours souffert. Depuis l'esclavage, beaucoup d'esclaves qui étaient partis en Amérique du Nord étaient venus du Congo. Et pour attraper les esclaves, les esclavagistes qui venaient chez nous, en Afrique centrale, ont utilisé des Congolais. Avec le savon, avec le sel, ces gens ont vendu leurs propres frères. Cette mentalité a continué. Au moment où l'esclavage tombe, l'esclavagisme tombe, les colons, les colonisateurs qui sont venus, ils ont utilisé la même méthode. Ils ont utilisé encore le peuple noir, donc des Congolais, pour mater les Congolais et leur donner les profits, nos minéraux. Quand les indépendances arrivent dans les années 60, ils ont continué avec la même mentalité. Ils ont utilisé des hommes comme les Mobutu, les Ngwanda et les autres pour torturer les Congolais, tuer des Congolais et récupérer leur dû. C'est comme ça que Mobutu s'affichait pour dire « je suis l'ami des Occidentaux ». Et vous avez vu la monnaie des singes qu'on lui a payée 32 ans après. Il a entretenu une dictature pendant 32 ans pour qu'en fin de compte, on puisse le chasser et qu'il aille mourir au Maroc comme une petite mouche. Le jour d'enterrement de Mobutu, il n'y avait que 7 ou 6 personnes autour de lui. Il n'y avait pas un chef d'État occidental qui est venu à ses cheveux, ni lors de sa maladie, ni lors de son enterrement. Mais pendant 32 ans, il avait servi ces gens-là à devenir riches. Et pendant la guerre froide, c'est lui qui faisait les murs
Les savants, oui. Bon, alors je vous dis que le Congolais a toujours été utilisé comme le bourreau du Congolais. Et la faute aujourd'hui incombe à la fois aux Congolais et surtout plus aux étrangers, donc aux Tutsi Power là qui sont réunis en Ouganda pour pouvoir entrer chez nous, venir balkaniser faire la tentative de balkanisation de notre pays et en même temps piller notre pays. Il y a le problème des Africains qui se posent, les relations que nous avons avec les voisins. Nous avons ouvert nos frontières. Nous, les Congolais, nous sommes des gens très gentils. Nous sommes des gens très honnêtes. Nous sommes des gens amoureux des autres. On est des philanthropes. Nous avons accueilli tout le monde au Congo. Mais nous avons des frontières avec plus de 9 pays. Pourquoi nous avons seulement le problème avec le Rwanda? C'est la faute. Est-ce que la faute, c'est seulement Congolais? Je dis la faute est partagée. Mais le problème, ce n'est pas de dire à qui la faute. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment nous trouvons la solution à cette crise, à ce que je vais appeler, par exemple, à cette naïveté du peuple congolais. On a été trop bon, comme on dit, trop bon, trop couillon. Voilà, nous avons été très bons, trop larges avec les Rwandais, qui ont étudié avec nos bourses dans toutes les universités du monde. Nous les avons accueillis chez nous, nous avons accueilli les Angolais, mais nous n'avons pas de problème avec les Angolais. Nous avons accueilli les Congolais de Brazzaville, on n'a pas de problème avec les Congolais brazzavillois. Nous avons accueilli les Soudanais, nous avons accueilli les Éthiopiens, on a accueilli tout le monde dans notre pays. Nous avons des Belges, nous avons des Anglais, on a des Américains, on a des Canadiens. Tout le monde noir et blanc a été accueilli au Congo. Pourquoi on a des problèmes seulement avec les Tutsis? Donc je me dis, c'est la faute des Tutsis. Et comme ils nous ont rendu la monnaie des singes, nous allons aussi leur rendre la monnaie des singes. Parce que nous avons tout donné à ce peuple. Nous les avons grandis, ils ont étudié à l'université de Lovanium avec nos bourses d'études. Ils sont allés partout, en Belgique, en France, dans le monde entier avec les bourses du Congo. Nous avons tout fait pour eux. Mais nous n'avons rien à nous reprocher, nous Congolais, mais nous devons récupérer nos droits et nous devons imposer. Nous devons imposer notre dignité. La dignité, ça ne se donne pas, ça s'arrache. La liberté d'un peuple, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Comme ils veulent monter sur nos têtes en disant que nous sommes des imbéciles, nous allons leur montrer que nous sommes plus Congolais que Congolais. C'est moi le président du Congo. Vous avez parlé ici du gouvernement congolais en exil. Nous ne connaissons pas, nous, qu'il y a un gouvernement là-bas. Je suis en train de mettre dans la tête de tous les amis du Congo du monde, les Occidentaux comme nos amis de Chine ou de Russie et ailleurs. Je suis en train de leur faire voir que ce que vous appelez élection, c'est une utopie pour le Congo. Nous avons fait, par 2 tentatives, nous avons laissé faire. En 2006, Jean-Pierre Mbemba a gagné les élections, et vous savez là où se trouve Jean-Pierre Mbemba aujourd'hui. Il est en prison. Et cet homme-là qu'on appelle Joseph Kabila, c'est lui qui s'est fait appeler Joseph Kabila là, avec un nom d'emprunt, il a continué à être président parce que la mafia du monde veut qu'il soit là pour qu'il devienne riche. Son chef à lui, c'est Dan Gettler. Le vrai président du Congo, ce n'est pas Joseph Kabila, c'est Dan Gettler. C'est l'Israélien, le jeune Israélien qui est venu chez nous à l'âge de 22 ans, 23 ans, qui est devenu multimilliardaire en très peu de temps chez nous. C'est celui-là qui commande le Congo. Avec les Katumbe Mwanga et tout ça, qui mange un peu par-ci, par-là, dans ses poches. Paix à son âme, il est déjà parti. Bon, et en même temps, aujourd'hui, il nous a laissé Moïse Katumbi. C'est joue le même jeu. Donc, je me dis que le Congo, pour le moment, n'est pas gouverné. Le Congo n'a pas un État, il n'a pas de gouvernement. Et voilà pourquoi les Chinois aiment bien faire les affaires sales. Ils aiment bien aller prendre leurs minéraux. Les Chinois étaient à Kinshasa. Mais depuis quelques jours, les Chinois ont fermé leurs valises. Ils ont dit, mais on ne peut pas faire des affaires avec des voyous comme ça. Même les Chinois refusent ces gens-là. Alors vous comprenez que le Congo est en danger. Le président chinois, le nouveau président chinois est venu jusqu'au Congo-Brazzaville. Mais il a refusé d'aller au Congo, où il y a beaucoup de minéraux. Il est en Angola là-bas. L'Angola, avec les Chinois, ils sont en train de construire des villes entières. Mais qu'est-ce que les Chinois ont fait au Congo depuis qu'ils étaient là? Rien. Ils sont seulement sur le boulevard du 30 juin. Kinshasa est devenu village. Regardez tout ce que Zakari Bababaswe affiche sur le net. Toutes ces histoires de lingala facile. Mais ça doit vous éduquer, vous les Congolais.
Kinshasa est devenu un village, à part le boulevard. Il est mal vu dans la diaspora, il est mal vu. Il nous aide avec les vidéos qu'il est en train de nous donner. Les vidéos qu'il sortent là avec les Lingala faciles, ça doit édifier les Congolais pour voir dans quel état votre pays est, la ville de Kinshasa est. Et si la ville de Kinshasa est déjà dans cet état, à part le boulevard, tout est village. Il y a des mabourous partout, donc des trous partout, il y a de l'eau partout, donc c'est invivable. Il y a les gens sont en train de courir, les jeunes gens n'ont rien à faire, les jeunes Quinois sont en train de courir derrière les chats, pour manger les chats, pour manger les rats. Pas les souris de brousse, là, mais les rats de maison. Ça se mange maintenant à Kinshasa. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Mais alors, si Kinshasa est dans cet état, les provinces sont dans quel état? Ça veut dire que nous n'avons plus de pays. Nous sommes dans un état mort, un pays non gouverné. Alors, c'est pour cela que je vous dis que la seule alternative qui vous reste, les Congolais ont tenté les élections. 2006, on vous a dribblé, on vous a tabassé, on vous a tué, ils se sont imposés par défi. 2011, avec Tshisekedi, 2006, Mbemba a gagné les élections, il est en prison à La Haye. Ils se sont organisés avec les Bozizé et tout ça. Et heureusement que les Français sont venus encore nous aider pour faire partir Bozizé. Maintenant, ils payent aussi le prix. Maintenant, le 2011, Tshisekedi est venu. J'étais le premier à sonner une sonnette d'alarme. J'avais dit qu'un pays occupé ne va jamais aux élections. Vous étiez derrière M. Etienne Tshisekedi en 2011. On vous a vu partout en train de soutenir officiellement M. Tshisekedi. Appuyé stratégiquement. J'avais donné, et tous les Congolais peuvent se rappeler, que j'étais le premier à dire que nous ne voulons pas des élections dans un pays occupé. Quand Tshisekedi est venu aux élections, quand il s'est posé comme candidat, nous nous sommes dit, bon, comme il dit qu'il est populaire et qu'il va gagner les élections parce qu'il a un nombre important de gens qui vont adhérer à lui, mieux autant l'aider et aller voir exactement la vérité. La vérité, c'est quoi? Dans un pays occupé, on ne peut pas faire les élections. C'est ça votre message clé. Le message clé, c'était dans un pays occupé, on ne résout pas le problème d'occupation par les élections. Parce que De Gaulle n'avait pas négocié les élections avec le gouvernement de Vichy, qui était imposé par Hitler. C'était des Français que De Gaulle utilisait pour pouvoir, que Hitler utilisait pour imposer l'occupation en France. Mais De Gaulle, en étant à Londres, comme moi ici, en 40-45, il avait dit aux Français, on ne peut pas négocier avec les occupants. Mais si c'était possible, les Anglais allaient demander à De Gaulle d'aller organiser les élections avec le gouvernement de Vichy en France. Mais De Gaulle s'est entêté, et il a entêté les Français pour résister jusqu'au bout. Et j'ai dit à Tshisekedi, j'avais dit aux politiciens classiques, parce que moi je suis dans la résistance, j'ai dit, bon, écoutez, boycottons ces élections. Mais comme vous ne voulez pas boycotter, alors vous dites que vous allez gagner par la majorité, nous allons, pour que les Congolais ne disent pas demain que Tchakoudi a été celui qui avait cassé tout ça, nous allons vous appuyer. Mais vous verrez la réalité, vous serez amenés au mur. Vous allez gagner ces élections, mais vous n'aurez pas la commande du pouvoir. Avec la tension qu'il y avait pendant cette période des élections, qui pouvait s'opposer à cette mouvance? Nous, on s'est opposé. Vous vous souvenez de la rencontre des sorciers? Je vous ai parlé de la rencontre des sorciers. Où se trouve Kengo aujourd'hui? Pourquoi il ne cherche pas Tshisekedi aujourd'hui? Où se trouve Kamere aujourd'hui? Pourquoi il ne cherche pas Tshisekedi aujourd'hui? Pourquoi ces gens étaient derrière Tshisekedi à tout moment? Kengo, des pères polonais, mères Tutsi, rwandaises. Il n'a pas le sang congolais qui coule dans ses veines. Et Kamere, il est venu par la porte qu'il connaît pour devenir ce qu'il est devenu au Congo. Donc ce sont ces gens qui étaient derrière Tshisekedi tout moment. Et au moment où ils venaient pour se rencontrer en France, je vous avais sorti la rencontre des sorciers. Aujourd'hui, les sorciers sont où? Ces sorciers qui couraient derrière Tshisekedi sont où? Tshisekedi est seul à les mettre. Mais ces gens voulaient, coûte que coûte, contrôler, et du côté du pouvoir d'occupation, et du côté de la possibilité de changement qui se faisait passer par Tshisekedi. Et une fois qu'ils ont contrôlé, qu'ils ont tabassé, tué les Congolais, ils sont maintenant dans le calme. Kengo continue avec un Sénat qui, apparemment, en vérité, le Sénat n'existe pas. Admettons qu'aujourd'hui, le président actuel
de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, quitte les pouvoirs. Une fois devenu président de la République, vous l'êtes président du gouvernement en exil, quelle est la première mesure que vous prendrez en tant que président? La première mesure, c'est de supprimer tout ce qui se passe au Congo pour le moment. Je vais suspendre et le Parlement, le Sénat et la Constitution du pays. Parce que la Constitution, j'ai entendu une farce de Bochab maintenant qui écrit, avec le laboratoire de Louis Michel, ils ont écrit un livre de plus de 400 pages pour justifier le changement constitutionnel, l'amendement de la Constitution. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un professeur d'université? C'est Bochab vraiment, Bochab qui est mon frère que j'ai accueilli en 2000 à Kinshasa, qui n'avait pas un sou, que j'ai logé quelque part au Sosimat là-bas, il connaît, s'il est sincère, ce que j'ai dit, il n'a qu'à contredire. Ils sont venus de Bruxelles à la consultation nationale, c'est son retour au Congo. Et c'est moi, Tchakoudia, qui l'ai accueilli. Est-ce que Bochab avait $100 dans sa poche? Est-ce que Bochab m'avait montré qu'il avait $50 dans sa poche? Aujourd'hui, Bochab est millionnaire, peut-être multimillionnaire. Il va justifier ça qu'il a travaillé. Pas 1 million. Je n'ai pas 100 francs dans ma poche. Je continue à être pauvre parce que je suis sincère. Mais lui, que j'ai accueilli, que j'ai logé dans un hôtel à Sosimat là-bas sur l'avenue Niembo, la nuit avec ses amis qui sont venus de Bruxelles en 2000, sous instruction du professeur Martial Massolo. Hein? Aujourd'hui, c'est Bochab, c'est celui-là qui est en train de manipuler notre peuple. Et ça me fait mal quand je regarde ces messieurs de Bochab, qui est mon frère. Donc, Bochab va aller dans le laboratoire de Louis Michel pour aller écrire un livre. Le livre, il n'a fait que signer son nom. Mais le livre a été écrit en Belgique par le laboratoire de Louis Michel. C'est comme on avait fait avec Mbaye Etienne Richard en 97-98, avant le déclenchement de la guerre de 98. Mbaye Richard avait sorti un livre, le Tutsi rwandais, Bizima, Ruberwa, Bougera, avec leur laboratoire de Moïse Nyarugabo et les autres, ils avaient écrit un livre qu'on avait appelé les livres verts. Et Mbaye Etienne a signé docteur Mbaye Etienne. Mbaye, paix à son âme, c'était mon ami. Mais quand j'ai vu Mbaye défendre ce livre-là à l'hôtel Intercontinental en 97, je me suis dit que les Congolais, nous sommes des bazoba. Et aujourd'hui, Bochab fait le même rôle. Le livre qui vient de sortir n'est pas écrit par lui. Le livre est écrit dans le laboratoire de Louis Michel. Vous le savez par vos... Je le sais, par mes contacts de lobbying en Belgique. La constitution que nous avons là, elle était écrite en Belgique. Bochab lui-même sait comment il est arrivé autour de Kabila. C'est l'imposition de Louis Michel. Et lui, il rapporte tous les jours à Louis Michel. Ce sont les Louis Michel qui ont écrit ces livres-là. Oh, la justification de l'amendement de la Constitution. Est-ce qu'il y a une Constitution au Congo? Ce que vous appelez la Constitution, c'est un feuillet élaboré par des criminels de guerre après Sun City et Pretoria. Après Pretoria, et le Tutsi Power que je dis ici, les Museveni, les Kagame se sont arrangés pour infiltrer les Rwandais Tutsi dans la gestion du Congo au niveau politique, militaire et sécuritaire, même au niveau des affaires. Ce sont eux qui ont créé des rébellions. Tout le temps, ils créent des rébellions, ils donnent des noms. Aujourd'hui, nous avons M23. Combien de fois, nous, les Congolais, on doit être naïfs aujourd'hui? Et chaque fois qu'ils créent une rébellion, vous voyez un Congolais qu'on accroche là-dessus. Au départ de la création de la première rébellion, comment on avait appelé ça? CNDP ou quelque chose comme ça. La première rébellion que mon ami professeur Wamba avait dirigée à Goma. On avait mis les Wamba, on avait mis notre frère là, le militaire, comment il s'appelle, les tétés là, ici. On a mis tous nos frères là, mais les Rouberois étaient toujours derrière. Mais au moment où il fallait partager le pouvoir après Sun City, qui a pris le pouvoir? Qui est devenu vice-président de la République? On a effacé tous les Congolais et Roubero est devenu vice-président de la République. Ça doit quand même former les Congolais. Au moment où les Congolais terminent Sun City et Pretoria,
avec l'accord de 1+4. 1+4, c'était pourquoi? Pour permettre aux Tutsis d'occuper le rôle politique supérieur au Congo, le rôle militaire supérieur au Congo, et le rôle, on avait créé des généraux des Pakoti, donc qui sont venus de l'histoire de Ruberwa et de Runusumba et de Lumbala, de Mbemba et de tout ça. Donc il fallait infiltrer des Tutsis au sommet du Congo, à tous les niveaux, comme j'ai dit, politique, militaire, sécuritaire et business. C'est comme ça que Rubero va devenir vice-président. On a effacé les Congolais et on a mis Rubero comme président, et à ce moment-là, il est devenu vice-président du Congo. Donc ça veut dire que les Congolais, parce que Moussada Mpunda, ils ont travaillé pour amener Rubero au pouvoir. Après cette histoire, il y a eu une autre rébellion qui est venue. Ça a amené encore d'autres Tutsis au pouvoir. Maintenant, il y a M23, vous voyez Lumbala qui arrive. Et il joue le même rôle de Mpunda que les autres avaient déjà joué avant. Certains sont morts, les autres sont encore vivants et ils n'ont rien reçu. Alors, ce que vous appelez la Constitution, au moment où ces gens quittent Pretoria, ils avaient comme mission d'occuper, de créer le Sénat, de créer le Parlement et de préparer les élections. Ce n'était pas, ils n'avaient pas eu un rôle, ni à Sun City, ni à Pretoria, de venir écrire une constitution, une quelconque constitution. Écoutez, je vous donne l'exemple de Kamere. Kamere, il est venu avec son oncle, son père, qui a fait tout le Congo. Moi, j'ai vu Kamere en Mbujimaï, quand j'étais à l'école secondaire. Il est de ma génération, nous avons presque les mêmes âges. Mais Kamere était là en Mbujimaï en tant qu'étranger. Il vivait à la poste là-bas. Il étudiait à l'université, à l'Institut Moulemba, à Mbujimaï. Mais il étudiait en tant qu'étranger. Rwandais ou Burundais, mais à l'époque, nous n'avions pas ces problèmes, on ne savait pas distinguer, on les appelait tous des Rwandais. Hein? Quand nous, on dansait Dialelo, eux, ils étaient au rang des étrangers. Il a fait ça à Kikwit, il a fait ça à Kananga. Il y a des Congolais qui les connaissent. Il y a des hommes politiques qui connaissent ces caméras. Pourquoi ils ne les dénoncent pas? Donc, moi, je n'appelle pas ça une classe politique. Ce sont des margoulins qui ont besoin de remplir leur poche et de grossir leur ventre. Et pour cela, il faut sacrifier toute une nation. Vous vivez ici en Angleterre. Vous allez en Belgique, vous allez en France, vous allez au Canada, aux États-Unis, partout. Les gens qui ont construit tous ces pays ici, est-ce qu'ils vivent encore? Un politicien, c'est celui qui voit plus loin que son nez, qui voit plus loin que son ventre. Diriger, c'est prévoir. C'est prévoir. Un politicien, c'est une forme de sacerdoce. Donc vous travaillez pour l'avenir des enfants qui vont venir 50 ans après, 100 ans après, que les générations futures vont devenir quoi? Mais quel est ce politicien qui est seulement en train de grossir son ventre et mettre de l'argent dans des poches? Vous appelez ça politicien? Vous croyez que Tchakoudia ne peut pas jouer ce rôle-là, d'être aujourd'hui aussi au Congo en train de faire comme Lambert Mende fait là, de mentir, créer des mensonges à tout moment? Et sans honte. Et un jour, il va mourir, et puis c'est fini. Il aura fait perdre le temps aux Congolais pendant 5-10 ans de vie des gens. Et vous ne faites que mentir, créer des situations, mentir et tout ça. Justifier l'injustifiable. Bon, maintenant, je vais parler de cette constitution. La constitution qui existe là, c'est la constitution écrite par des criminels, des pilleurs, des terroristes, des voleurs, des pilleurs du Congo, des tueurs, des génocidaires du Congo, qui ont commencé RCD, qui ont fait CNDP, qui se sont éparpillés à Kisangani, dans Ituri et tout ça. Et puis, à un certain moment, on les rassemble par les Museveni et les Kagame, on impose un dialogue par des Tutsis rwandais et ougandais, à Sun City et à Pretoria. Ces gens, ils donnent leurs femmes, les Tutsis donnent leurs femmes aux gens comme les Zouma et les autres. Et tous ces gens-là vivent avec les femmes Tutsis. Et voilà ces gens-là qui vont imposer aux Congolais que vous devez travailler avec vos frères ici. Nos frères là, ce sont des Tutsis rwandais et ougandais. Et ce sont ces gens-là qui sont ralliés à Museveni et Kagame pour imposer leur volonté aux Congolais. Mais j'ai plaint Zouma, j'ai plaint Thabo Mbeki, parce que moi, Tchakoudia, ici, j'ai dormi dans la neige à Oslo pour libérer les Sud-Africains. Avec les Desmond Tutu, avec les Winnie Mandela, nous nous sommes battus pour libérer l'Afrique du Sud. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. J'ai écrit à Zouma, j'ai écrit à Winnie Mandela, j'ai dit, maman Winnie, est-ce que ce que vous êtes en train de faire au Congo, là, c'est sérieux? Est-ce que nous nous sommes battus pour vous libérer, pour que vous puissiez nous rendre ça? Donc,
voilà que ces gens viennent vite à Kinshasa avec leur 1+4, où 2 vice-présidents étaient des étrangers. Je cite Rouberwa et l'autre l'homme qui ne porte jamais de costume là, Abdoulaye Ndombassi. Donc, 2 vice-présidents qui ne sont pas des Congolais. Rouberwa et Ndombassi. Vous les confirmez? Abdoulaye Ndombassi est né de père sénégalais qui est venu travailler dans le chemin de fer au Bas-Congo, qui a épousé une femme, qui a pris une femme du Bas-Congo. Après sa mort, cette femme a été mariée au Congo-Brazzaville par un Mauritanien. Elle a fait des enfants avec des Mauritaniens qui sont en France ici. J'ai vu cette famille-là en France. Et lui-même, qui est né de cette maman congolaise, de père sénégalais, est devenu mauritanien, congolais de Brazzaville, par son père mauritanien. Il est mauritanien et congolais de Brazzaville. Et il est allé en Europe étudier avec une bourse du Congo-Brazzaville. Avec Thomas Kanza qui venait avec une bourse du Congo-Kinshasa. Et de là, il est parti en France étudier parce qu'il avait échoué en Belgique. Il venait d'échouer en Belgique en 1952. Et il est parti en France continuer ses études. Il s'est marié à une femme française, il est devenu français. Donc à lui-même, il a au moins 5 nationalités. Et quand il est devenu vice-président, vous connaissez le premier acte que Yorodia Ndombassi avait posé, d'aller au Sénégal et poser une gerbe de fleurs au vu au-dessus de tous les Congolais sur la tombe de son père. Et ça, c'est vérifiable, ça se fait sur caméra, ça y est, à la RTNC. Nous allons vérifier cette information. Non, mais je vous dis que RTNC a ces vidéos où Yorodia, nommé vice-président de la République, il va honorer son père sénégalais au Sénégal et il retourne au Congo. Avec l'argent de l'État congolais. Et dans tout ça, la classe politique, professeur, l'opposition, la classe politique, l'opposition était là. Vous appelez ça une classe politique, je vous dis que c'est une pourriture qui va être balayée dès que nous prenons le pouvoir. C'est pourquoi notre devise, c'est la patrie ou la mort, la trahison ou la pendaison. Il y aura des gens que nous allons pendre. Est-ce que vous connaissiez ou pas? Oui, je connaissais. Ok, ça va, pendu. Il faut le pendre. Parce qu'il a joué avec la dignité du peuple congolais. Et il a joué avec le temps du peuple congolais. Il a fait tourner le peuple en bourrique. Est-ce que vous savez que Yorodia était un type comme Mbouinga, professeur Mbouinga qui est ministre aujourd'hui au Congo? C'est Mbouinga qui est chargé par Yorodia pour lui faire le lobbying au Bas-Congo. Un type comme Mbouinga, un type à pendre. Ces gens ont affamé Thomas Kanza, ils l'ont mis au mur et Thomas Kanza a piqué une crise et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il fallait évacuer un vrai Congolais pour que Yorodia s'impose au Bas-Congo. Il y a des choses, des dossiers que nous, Tchakoudia maîtrise. Mais il y aura des gens qui, un jour, vont être pendus sur la place publique. Thomas Kanza est mort de crise cardiaque. J'ai visité Thomas Kanza plusieurs fois à Stockholm, sans argent, sans voiture de fonction, sans résidence. Un homme de ce niveau-là, un homme qui s'est battu pour l'indépendance du Congo, son père s'est battu pour l'indépendance du Congo, premier ministre de Lumumba des Nations Unies, qui se retrouve à Stockholm sans salaire, sans voiture de fonction, sans logement. Il vivait dans une petite chambrette comme ça de 3 mètres carrés. Une personnalité comme ça, historique du pays. Et je me rappelle au funérailles, nous étions là, nous avions pu faire Saint-Thomas, nous étions là. Moi et le professeur Tchakoudia, nous étions à Oxford. J'ai fait le discours en Antoine Gonda était là. J'ai parlé en fonction de ça. Et en reprenant le drapeau et mettre sur le cercueil de Kanza. Et je pense que vous avez la mémoire. Ils étaient tous là. J'étais présent. Bon, alors, est-ce que vous avez vu Yorodia réagir? Nous connaissons. Yorodia est venu en Europe avec Thomas Kanza. Et il n'a pas. Est-ce que vous avez vu leur gerbe de fleurs qu'ils avaient amené comme pour déposer sur la tombe d'un chien? Mais ils avaient eu l'argent de l'État pour venir à Oxford, pour venir enterrer maintenant celui qu'ils ont tué. Et c'est les vrais Congolais, les meilleurs des Congolais qui partent comme ça, mais les voyous, les collabos, les infiltrés, restent diriger le Congo. Ne vous en faites pas. Un de ces jours, retenez les Congolais. Tchakoudia est en train de venir avec son gouvernement d'exil qui va s'imposer au Congo. Nous viendrons sans les Congolais, comme ils étaient venus aussi sans les Congolais. Et nous allons mettre Joseph Kabila hors d'état de nuire.
Donc pour libérer les Congos, les Congolais seuls ne peuvent pas faire le boulot. Les Congolais seuls ne le feront pas. Vous êtes ici aujourd'hui à Cardiff. Vous avez vu combien de Congolais? Mais nous avons posé un acte d'État très important. On a vu le Parlement, nous avons discuté avec et nous avons déposé les mémos. Mais vous avez vu combien de Congolais? Donc ça veut dire que pour libérer les Congos, on n'aura pas... Les Congolais sont en train de dormir. Je vous dis que ces étrangers opèrent à Kinshasa. Urubero marche à Kinshasa, non? Vous avez vu un Congolais lui jeter une pierre? Bizia Makare était parti avec 4 millions de dollars qu'il avait volé au ministère des Affaires étrangères comme ministre. Il est revenu à Kinshasa, il marche. Il est aussi. Et ils sont fiers de marcher à Kinshasa. Moïse Nyarugabo est à Kinshasa. Ce sont ces gens-là qui donnent de l'argent dans des poches des Congolais. Et on les acclame. Alors comment vous allez marcher avec un peuple comme ça naïf? Vous avez vu, on a tabassé les Congolais après les élections. C'était leur vote pour Tshisekedi. Et est-ce qu'ils ont résisté 2 jours? Ils ont tous fui. Ils sont allés dans leur maison. Regardez en Turquie, en Grèce, ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. Vous n'avez pas vu qu'on a frappé les gens? Est-ce que vous les avez vus aller s'enterrer dans leur maison? Ils ne sont pas allés s'enterrer dans leur maison. Ils sont revenus sur la rue. On les tabasse aujourd'hui, on met de gaz lacrymogène sur eux. Le lendemain, ils y reviennent. Et regardez ce qui se passe au Brésil. Pourquoi notre peuple ne peut pas faire ça? Mais il y a l'éveil de conscience partout en Europe, à Londres, Paris, Bruxelles, partout, dans la diaspora. Les Congolais s'est élevé, il fait des marches, et les Congolais, ils sont partout. Oui, la voix est... Ça, j'admire, mais il faut que ça soit rallié par les Congolais qui sont au Congo. Pour faire partir ces gens, et ils nous disent, ah, 8000 km. Les Juifs sont partout à des milliers de kilomètres de leur pays. Ils travaillent et ils se rallient avec les Juifs qui sont dedans. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui est à Paris de venir faire le travail pour vous. Oh non, ceux qui sont en Anzela, il faut botter dans les bissombongo comme ça, ceux qui sont en Koufi, la liberté d'un peuple, moi je ne peux pas te payer pour que toi tu te libères. N'a pas de prix, la liberté n'a pas de prix. Il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient à cette cause. Tungulu est mort là-bas. Il était en Europe. Il est parti au Congo, il a été zigouillé. Mais Tungulu est mort physiquement, mais il n'est pas mort spirituellement. Il ne vivra jamais, ça deviendra notre héros. Une fois qu'on est au Congo, on va faire le monument de Tungulu. Tchebeya est mort. Moi j'ai causé avec Tchebeya tous les jours, j'ai dit mon cher, sors d'abord, qu'on vienne se parler dehors. Mon cher, si je sors, il n'y a plus d'opposants ici. Mais Tchebeya, il a fini comment? Hein? On l'a invité, et ces gens sont des criminels, sont des assassins. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on invite pour discuter avec, pendant qu'on parle avec toi, ton chauffeur est déjà tué, de l'autre côté. Après ça, on te tue, on commence à dissimuler maintenant l'action. Combien de gens sont morts? Combien de journalistes sont morts? Et nous allons accepter ça, et le peuple se résigne comme ça. Et vous allez attendre de ces peuples-là que demain vous allez jeter Kabila dehors? Non. Celui qu'on appelle Joseph Kabila doit savoir que Tchakoudia est à Londres pour le jeter dehors. Et je le jetterai dehors. Un de ces jours, je suis en train d'arriver au Congo. Le président du Congo de demain, très proche ici, c'est cet homme qui vous parle au micro. Je serai au Congo. Sans les Congolais, comme ils étaient venus, je suis en train de chercher les bons Africains qui avaient accompagné Nkrumah au Ghana et qui n'ont pas occupé le Ghana. Je suis en train de chercher le meilleur des Britanniques, je suis en train de chercher le meilleur des Français, le meilleur des Belges, le meilleur des Canadiens, le meilleur des Américains. Et je vais tomber à Kinshasa à ma manière bientôt. Aristide était retourné en Haïti. Vous avez vu les Haïtiens aller prendre Aristide, les ramener en Haïti? Il était reparti en Haïti avec les Américains. Mis dans le cage comme ça, on dit voici votre président est de retour. Bientôt, Tchakoudia arrivera dans ces conditions au Congo. Donc on vous dit voici votre président et Joseph Kabila sera arrêté ou il sera là où il voudrait qu'il soit. Mais qu'il se prépare au pire. Soit il fuit, soit il s'en prendra à lui-même. Mais Tchakoudia est en train d'arriver. Je ne suis pas Tshisekedi, qu'on va aux élections pour l'embrouiller. Donc vous n'êtes pas Tshisekedi, il n'y aura pas l'impérium chez vous? Il n'y a pas d'affaires d'impérium. Non, je lance seulement le message à nos militaires. Je ne veux pas travailler comme l'opposition de Tshisekedi a travaillé, que vous allez aux élections avec les occupants, les criminels, et vous ne préparez pas les militaires.
je profite de votre micro pour dire aux Congolais, et surtout aux militaires congolais, de tout le grade confondu, généraux, colonels, majors, capitaines, jusqu'aux soldats, que le Congo vous appartient. Bientôt, j'arrive. Ne tuez pas le Congolais. Votre munduki, votre fusil doit avoir un target. Le target de votre munduki, c'est l'occupant. C'est l'étranger qui est à Kinshasa. Nous devons trouver la solution militaire à notre crise. Comme ils sont venus nous montrer qu'ils ont des bottes, nous allons aussi porter des bottes. Les enfants du Congo, vous êtes nombreux dans l'armée, dans la police, dans le service de sécurité. Le temps est venu. Regardez autour de vous. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de vie sociale. Il n'y a pas d'économie. Mais vous attendez quoi? Révoltez-vous. Nous allons venir et nous allons prendre le pouvoir. Et notre préoccupation, c'est d'élever les Congos le plus rapidement possible, de donner la vie aux Congolais, de les payer comme il faut. Regardez notre camarade de Santos en Angola. L'Angola est sorti de la guerre. Aujourd'hui, l'Angola est la grande puissance de l'Afrique. L'Angola fait quand même semblant d'être un État. L'Angola fait quand même semblant d'avoir une économie. Mais nous avons quoi? Est-ce que nous sommes sortis de quelle guerre? Pourquoi nous n'avons rien dans notre pays? On ne peut pas confier notre dignité, notre destin dans les mains des impropres, dans les mains des criminels, dans les mains des gens qui n'ont aucune formation politique. Le temps est venu, comme Rochereau avait chanté, ainsi sonne les glas. J'étais à Oxford, le temps de Kagame. Vous avez vu ce qui s'est passé à Oxford ici, le 18 du mois de mai, qui est une date très importante dans l'histoire de la résistance. Nous avons humilié Paul Kagame. Il y a eu des femmes congolaises qui sont tombées sur la voiture de Paul Kagame. Vous avez vu en petit groupe ce que les Congolais sont capables de faire. Et l'humiliation de Kagame a fait que Barack Obama, dans son agenda pour le voyage en Afrique, avait souhaité ne plus piétiner Kigali. Parce que à la première annonce, Obama devrait aller faire l'escale à Kigali. Et l'événement d'Oxford du 18 mai 2013 a fait que l'agenda de Obama a été détourné. Et nous félicitons le président tanzanien qui dit à Museveni et à Kagame, négociez avec vos rebelles. Nous devons trouver la solution au Congo, mais vous devez apprendre à dialoguer avec vos oppositions et vos rebelles. Vous créez toujours des rebelles au Congo et vous les imposez pour qu'ils deviennent des généraux, des colonels et des ministres et tout ça au Congo. Pourquoi chez vous, depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'avez jamais négocié ni avec vos rébellions, ni avec vos oppositions? Donc le temps est venu pour que les Congolais comprennent que la constitution qu'il y a au Congo, c'est une constitution qui a été taillée sur mesure par des criminels qui sont venus du pouvoir de 1+4. Ils n'avaient pas mandat de faire la constitution. Il fallait d'abord préparer les élections et le parlementaire issu des élections devrait préparer la constitution. Une constitution est toujours impersonnelle. Une constitution est toujours impersonnelle. Ce n'est pas taillé sur mesure, ce n'est pas taillé sur les crimes d'un tel pour protéger un tel, ainsi de suite. Ces gens sont vite allés à la besogne, arrivés à Kinshasa avec leur 1+4, ils ont créé une constitution, ce qu'ils appellent la constitution. C'est pourquoi, dès que nous arrivons à Kinshasa, le premier acte, comme vous avez demandé, sera de supprimer cette constitution et de supprimer tout ce qui existe comme hiérarchie politique au Congo, à commencer par le Sénat, le Parlement et toutes les institutions. Et tout doit être refait à la mesure de l'impersonnalité de l'État. Mais en 2016, il y aura les élections. L'abbé Malo Malo, président de la CENI, qu'en dites-vous? Prince de Bakwanga, je suis un villageois, je suis un enfant du pays. Mais ce que vous voyez maintenant à Kinshasa en pleine journée, c'est la sorcellerie des voyous. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pendant le jour, il faut le faire les nuits. Il faut faire la sorcellerie la nuit. Mais les gens là, tellement qu'ils sont habitués au crime et aux défis, ils ont dit non, notre sorcellerie maintenant on va faire le jour. Vous me posez la question des élections. Oui. 2006, Malo Malo était là. Nous avons dit il ne faut pas aller aux élections avec ces imbéciles ici. Ces gens sont des criminels, sont des occupants du Congo.
Oh, Jean-Pierre Mbemba, il est là, Mwanamboka, il est où aujourd'hui? Et qui a gagné les élections? Et comment ils ont gagné? Par tricherie et par défi. Ils ont pris Jean-Pierre Mbemba rapidement. J'accepte l'inacceptable parce qu'on l'a forcé à accepter l'inacceptable. Et après ça, il croyait qu'on allait lui donner de l'argent, lui donner des pouvoirs et tout. Après ça, oh non, 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 il faut l'arrêter. Il est à la haie depuis 2005. Joseph Kabila a gouverné par défi avec son Malumalo là. Malumalo a tout fait, a créé toutes les conditions de tricherie, de voyoucratie pour amener en se disant qu'il est prêtre. Et je regrette qu'on l'appelle Abbé Malumalo. Il faut enlever le nom d'Abbé, l'appeler seulement Malumalo. La pendaison, c'est Malumalo là. Et voilà, parce qu'il n'a pas eu de prison, il n'a pas eu d'inquiétude, il est parti. 2013, tu sais qu'il dit vient. On dit non, celui qui peut contrôler cette affaire, c'est Mulunda. On va chercher encore un pasteur. Et encore, il faut enlever le nom de pasteur. Il reste seulement Ngoyi Mulunda. Parce que l'église n'est pas faite pour cautionner le mal. Moi, je suis un des chercheurs de théologie de libération. Un type comme Ngoyi Mulunda ne peut pas être appelé pasteur. Un type comme Malumalu ne peut pas être appelé abbé. Il faut enlever ces titres de révérence-là, de pasteur et de abbé. Il faut les appeler par leur nom. Mulunda et Malumalu. Parce que l'église catholique ne veut pas que Malumalu fasse cette comédie-là. Mais il s'impose. C'est qu'il n'est plus prêtre. Il n'est plus prêtre. À vrai dire, il n'est plus prêtre. Parce qu'il ne respecte même pas sa hiérarchie. Donc, Ngoyi, Mulunda, la même chose. Oh, je suis pasteur. Il prend les affaires en 2013. Et vous avez vu ce qu'il a fait. Hein? Il est parti, et là, il réclame, oh non, pour maintenant faire la remise de reprise, il faut me payer 16 millions. Qui est ce Congolais qui a travaillé 1 an, à qui on paye 16 millions de dollars? C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. 16 millions par qui va le payer? Et celui qui va le payer, c'est celui-là qui l'a amené au pouvoir. Il a dit à Lubumbashi lui-même, devant ses frères Badubakata, que ces garçons ici, ils ne me respectent pas. Moi, je l'ai aidé pour devenir président, j'ai triché, tout ça, c'est ça qu'il avait gagné. Je lui ai donné le pouvoir, et voilà maintenant, il veut me chasser maintenant de la CENI. Alors, à la CENI, il gérait des millions. Mais il sait quel contrat il avait avec celui pour qui il a aidé à tricher. Et voilà maintenant, il dit, je veux maintenant que celui-là m'aide à avoir les 16 millions. Hein? Bon, ça c'est une bonne chose. Maintenant, c'est Malumalu qui revient encore pour préparer 2016. Mais quel décor ils sont en train de planter au vu au sud des Congolais. Et ce que vous avez appelé la classe politique là. D'abord, nous ne croyons pas aux élections. Nous, de la résistance, nous avons essayé de donner un peu un coup de pouce à Tshisekedi. Mais qui ne croient pas que nous allons rester dans la logique des élections. Nous ne croyons pas à leur constitution. Nous ne croyons pas à leurs élections. Cette fois-ci, ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Je tomberai à Kinshasa, balinga te, Tchako deviendra dans un mois en Mboka. Mon temps est arrivé. Je serai à Kinshasa un de ces jours. Il ne faut pas compter avec 2016 parce qu'il n'y aura pas de 2016. Ce n'est pas la première fois que vous annoncez cette nouvelle. Non. Si je vous annonce ici à Cardiff aujourd'hui, je sais. Je suis un homme politique. Je suis en train de tâter l'eau. Maintenant, l'eau est devenue courte. Je peux mettre le pied. Donc, sachez que je serai à Kinshasa un de ces jours. Il faut dire, préparer le peuple congolais, que nous aurons la vraie libération totale de notre peuple et nous allons commencer à construire notre pays et nous allons acquérir notre dignité. On ne peut pas continuer à accepter l'impossible. On ne peut pas continuer à accepter l'imposition. Donc, nous avons besoin de récupérer notre dignité. Bientôt, Johnson Ghetto, c'est à Kinshasa que vous allez prendre mon image. C'est à Kinshasa que nous allons faire le travail d'éduquer notre peuple et de le mettre au travail. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas du travail, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que vous attendez d'un gouvernement? Un gouvernement irresponsable qui va passer aux élections par tricherie, par défi, et par imposition, par oppression, par tuerie. Il n'y a aucun Congolais aujourd'hui qui croit aux élections. J'ai parlé ça au Parlement britannique, j'ai dit ça au Parlement britannique, je l'ai dit tout à l'heure au Parlement de Cardiff. Donc, il n'y a plus un Congolais qui croit à ces dreams-là, ces rêves-là d'aller aux élections parce que ta voix n'est pas comptée et ta voix n'est pas respectée.
Pourquoi tu dois toujours aller aux élections? Donc, le Congolais ne croit plus aux élections. C'est que le Congolais attendent un changement imminent qui peut venir du ciel ou de la terre, mais un changement radical. Et nous sommes en train de préparer ces changements. C'est pourquoi je vous dis, un de ces jours, nous allons ensemble boire notre café à Kinshasa et commencer à construire notre pays. Ces infiltrés, celui qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila, les collabos comme les Mende, le gars qui est Premier ministre là, il est venu en Belgique là maintenant, après avoir subi l'échec de Chinois, il est venu en Belgique. Est-ce que les Belges ont de l'argent pour aller investir au Congo? Les Belges n'ont pas d'argent pour investir au Congo. Tout ce que les Wallons savent faire au Congo, c'est de voler. Et ce sont ces gens-là qui vont aller investir au Congo. Ils n'ont pas d'argent. Ceux qui avaient l'argent sont partis. Les Chinois avaient l'argent, en cash. Ils sont partis. Si les Chinois sont capables de vous lâcher, eux qui aiment les minéraux, c'est que ces gens-là ne pèsent pas. Donc, je vous dis que le Congo est dans l'impasse. Les 5 chantiers ou 5 chansons dont il chantait tous les jours, c'était basé sur le capital des Chinois. Mais les Chinois sont partis. Ils vont faire les 5 chantiers avec quoi? Donc, le peuple congolais doit s'attendre au pire. Les conditions qu'ils ont maintenant, si on les laisse encore 3-4 ans, mais notre pays va disparaître. D'où nous devons faire vite, faire partir ces gens-là. Nous sommes en train de perdre notre temps et de perdre notre dignité. Nous devons mettre ces gens dehors, récupérer notre pays, en finir avec l'occupation et commencer à construire notre pays et donner la dignité à notre peuple. Voilà ce que le gouvernement congolais en exil est en train de préparer. C'est l'avenir de notre peuple. Et cet avenir doit se faire de façon imminente. On n'est pas là en train de parler des choses qui vont se réaliser dans 2 ans, dans 3 ans. Ça peut se réaliser subitement. Ce que vous voyez comme tour de Babel à Kinshasa, de Joseph Kabila, ça peut s'écrouler en un jour. Alors retenez, Joseph Kabila doit savoir que son tour de Babel, son temps est fini. Il va s'écrouler un de ces jours ici. Et la personne qui va écrouler, le gouvernement qui va écrouler ça, c'est ce gouvernement qui est constitué déjà en exil, parce qu'il faut écrouler le mur pour le remplacer par un autre. Donc, bientôt, nous serons à Kinshasa. Et ce n'est pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Non, nous avons un objectif. Si on voulait déshabiller pour habiller, on serait à Kinshasa en train de jouer au Mende. Si nous avons refusé d'être là, vous pensez que nous manquons de capacités pour être au Congo? Si nous avons choisi l'exil, nous l'avons choisi de manière volontaire. C'est dans l'intérêt du peuple congolais. Et en exil, nous ne dormons pas. Vous et moi, maintenant, nous nous retrouvons à Cardiff. C'est pour la cause du Congo que nous venons ici. Donc, et nous faisons ça partout dans le monde. Ce n'est pas pour s'abuser. Nous avons un objectif. On veut construire notre pays. On veut grandir notre peuple. On veut donner la dignité à notre peuple. Et on veut que le monde puisse se dire quand même que voilà les Congolais qu'on nous présentait comme les BMW, bière, musique et femmes. Ce n'est pas ça. Donc ils sont capables de s'organiser et de grandir leur nation. Et ça, c'est faisable. Parce que Dubaï que vous voyez là a été construit par des hommes qui tournent et des femmes qui tournent encore à Londres ici. En 17-20 ans, ils ont construit Dubaï et tout le monde va à Dubaï, ils voient des réalisations. Donc le monde aujourd'hui, avec les ressources que nous avons, si ces ressources sont bien gérées, je pense que le Congo peut être grandi à moins de 15-20 ans. Et Tchakoudia est dans ce projet-là, de récupérer le Congo rapidement et de grandir le Congo, de sécuriser le Congo avec une armée forte, de sécuriser le Congo avec des services d'intelligence gérés par les enfants du Congo et de sécuriser le Congo avec les business congolais. Il est temps que les Congolais soient des multimillionnaires, des enfants du Congo soient des multimillionnaires, qu'on lance un développement global à travers tout le Congo et qui peut se faire au même moment et dans toutes les provinces, et qu'on ne soit pas seulement sur le boulevard en train de crier aux 5 chantiers, boulevard du 30 juin, le Congo est grand, 2 345 000 km² qu'il faut sécuriser ses ressources, sécuriser le bien et les personnes, et en même temps se mettre au travail de développement, bien payer les Congolais, les mettre au travail, parce que le Congo c'est un chantier dont il faut mettre au boulot. Donc les Congolais, c'est un peuple courageux, intelligent et créatif, et je suis content, et je serai content d'accompagner les Congolais avec ce qu'ils ont déjà comme atout. L'intelligence, le courage, la créativité, le don de soi, et en même temps les richesses du Congo. Les Congolais ont tout pour qu'ils deviennent un peuple agréable, respectable et respecté dans ce monde ici.
Donc, je pense que Johnson Keto, on a un travail à faire. Il faut croire en nous, mais il faut expliquer ça, surtout à l'intérieur du Congo. À Kinshasa, dans toutes les provinces du Congo, il faut leur dire qu'il n'y a que les enfants de ce Congo qui viendront. Mais nous ne viendrons pas, possiblement pas avec les Congolais. Nous aurons peut-être quelques Congolais qui nous comprennent, mais nous aurons surtout des amis panafricains. Nous aurons aussi des amis étrangers, occidentaux ou autres, qui ont compris que le Congo a besoin d'un changement maintenant. Si vous êtes responsable, vous aussi, passez sur ces sites qui est l'arbre au milieu du village. Et moi, c'est qui? Moi, c'est votre humble serviteur Johnson Keto. Je suis là à vous servir, à servir les Congos, à servir ces peuples qui a longtemps souffert. À la caméra, c'était notre consoeur Pamela Kakile Pameski, Miss Mongo. Professeur, merci d'avoir répondu à ces questions. Beaucoup de courage, M. Keto. Vous faites un travail qui mérite beaucoup d'appréciation. Et j'aimerais bien qu'un de ces jours, on se retrouve. Vous serez dans mon avion pour m'accompagner au Congo. Merci. Ciao. Thank you.